Bashkortostan, district d'Oufa, juillet 2010. L'équipe de service du service de secours républicain a reçu un appel d'urgence concernant un incendie. À quelques kilomètres de la capitale de la Bashkirie, une zone forestière était en feu. L'équipe s'est rapidement rendue à l'endroit indiqué. Les secouristes ont supposé que la cause de l'incident était la sécheresse, qui avait provoqué des centaines d'incendies dans toute la Russie cet été-là. Sur place, cependant, il s'est avéré que la nature n'y était pour rien. Pendant les opérations d'extinction, un véhicule Lexus a été découvert. Il est devenu clair que c'était exactement cette voiture autrefois luxueuse qui était la source du feu. Quelqu'un l'avait amené ici, l'avait incendié et était parti. La question se posait, pourquoi quelqu'un voudrait-il se débarrasser d'un véhicule coûteux de manière si inhabituelle ? Le conducteur avait-il peut-être causé un grave incident sur la route et décidé de détruire les preuves ? Les secouristes ont transmis les informations sur cette étrange découverte aux forces de l'ordre. Cependant, avant leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont constaté qu'aucun incident routier grave impliquant une Lexus n'avait été enregistré récemment dans le district d'Oufa. Vraisemblablement, l'incident s'était produit sans témoin ou la voiture avait été signalée comme volée. Ou peut-être que la voiture était conduite par de jeunes parents du propriétaire. Ils l'avaient prise sans permission et quand quelque chose de désagréable s'est produit, ils ont décidé de simuler un vol. Seul le propriétaire de la voiture pouvait répondre à ces questions. Identifier le propriétaire ne s'est pas avéré difficile. Bien que l'incendiaire ait pris soin de retirer les plaques d'immatriculation, il n'a pas tenu compte du fait que les informations nécessaires pouvaient être obtenues en examinant le moteur. Le propriétaire de la Lexus était Emil Chaiganov, un ingénieur de 30 ans de l'entreprise Energo Innovation d'Oufa. Le véhicule n'avait pas été signalé comme volé. Mais lorsque les enquêteurs ont établi l'identité du propriétaire, il s'est avéré qu'Emile lui-même était porté disparu depuis une semaine. La déclaration aux forces de l'ordre avait été faite par sa mère. Elle a rapporté qu'Emile était parti avec des amis près d'un plan d'eau et n'était pas revenu. Cela s'était produit un vendredi après le travail. Lorsqu'Emile n'est pas rentré chez lui ce soir-là, sa mère ne s'est pas inquiétée. Après tout, son fils était indépendant. Et c'était l'été. Cependant, lorsqu'il n'est pas apparu au travail le lundi et qu'il ne s'est pas manifesté une seule fois, elle a conclu que quelque chose de grave avait dû se produire. Au poste de police locale, son inquiétude a été jugée fondée. Et après la découverte de la voiture calcinée d'Emile, le département d'enquête de la ville a commencé ses investigations sur sa disparition. Des soupçons concernant un incident possible ont émergé. Qui aurait pu tendre un piège à l'ingénieur ? Des malfaiteurs qui convoitaient la voiture coûteuse. De tels cas ne sont pas rares. Il y a 3 ans, un incident impliquant un couple d'amoureux a secoué Oufa. 2 criminels ont attaqué les jeunes gens pour leur Honda Accord. Elle voulait profiter de la vente de la voiture pour vivre sans restriction. Une agente immobilière du Tatarstan s'est rendue dans un district éloigné pour conclure un contrat et a disparu. Bientôt, son Infiniti a été retrouvé sur le territoire de la République voisine du Mari-El. Bientôt, les forces de l'ordre ont arrêté une personne soupçonnée d'être liée à la disparition de la femme. La voiture luxueuse avait plu à son client, qui vendait une maison de campagne. Il a agi cruellement avec la propriétaire du véhicule, a caché les traces dans la cour et est parti pour profiter de son acquisition inattendue. Sur la route, cependant, il n'a pas pu garder le contrôle de la direction, est sorti de la chaussée et a abandonné la voiture, rentrant chez lui en autostop. En vérifiant le lien avec le véhicule, les enquêteurs se sont posé la question: comment un ingénieur ordinaire a-t-il obtenu une voiture d'une valeur de plus d'1 million de roubles avec un salaire de seulement 15 000 ?
il s'est avéré qu'Émile avait une source de revenus supplémentaires. Le jeune homme était fan de football. Il pouvait citer sans faute la composition de n'importe quelle équipe européenne de différentes années. Il jouait dans la cour et, avec l'avènement des ordinateurs, il est devenu un footballeur virtuel passionné. Il passait de longues heures sur Internet et analysait des matchs professionnels. Cette passion s'est transformée en pari sportif. Émile a atteint un tel niveau de compétence qu'il pouvait prédire les résultats des matchs avec une grande précision, ce qui lui rapportait un revenu décent. L'un des gros gains lui a permis de réaliser un rêve de longue date, devenir propriétaire d'une voiture prestigieuse. Les enquêteurs se sont intéressés aux relations d'Émile avec les bureaux de Paris. La chance lui a-t-elle peut-être souri trop largement ? Si généreusement que les organisateurs ont préféré éliminer le chanceux plutôt que de verser une telle somme ? Ou l'homme a-t-il bien reçu son gain, mais les bookmakers ont décidé de récupérer l'argent en mettant en scène un vol ? Ou tout est-il beaucoup plus simple ? Émile a prêté les fonds gagnés sous forme de prêt. Will s'est lui-même endetté en essayant de récupérer ses pertes. Cependant, la piste financière a rapidement perdu de sa priorité. Les enquêteurs ont découvert qu'Émile avait encore une autre passion et un rêve. Les chances de retour d'Émile Tchaïganov à la maison devenaient de plus en plus minces. Cependant, aucune trace de lui n'a été trouvée. Où chercher le responsable de l'incident restait également un mystère. L'enquête a montré qu'Émile était marié jusqu'à récemment. Sa vie de famille a duré environ 4 ans. L'union s'est brisée en raison des caractères trop différents des époux. L'homme appréciait beaucoup son petit héritier. Cependant, il voyait à ses côtés une compagne complètement différente. Pourquoi Émile aspirait-il exactement à un tel modèle familial ? Lui-même a grandi dans une atmosphère tout à fait différente. Son père est décédé alors qu'il était encore très jeune. Il a été élevé par sa grand-mère et sa mère. De tels hommes choisissent habituellement des femmes qui prennent l'initiative. Les amis d'Émile ont assuré qu'il adhérait simplement à des vues à l'ancienne dans le sens positif. Il a été élevé avec les romans d'aventure de Jules Verne. Émile appréciait la littérature classique qui favorise la noblesse, la responsabilité et la fidélité. Les femmes qui évaluaient de tout à travers le prisme de l'argent ne suscitait pas son intérêt. Émile ne voyait aucun sens à communiquer avec des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du capitaine Gray et qui croyaient aux contes de fées sur le bonheur éternel. Pendant longtemps, il n'a pas eu de relation réussie, car il cherchait son idéal. Après la fin d'un mariage malheureux, Émile a décidé que seule une relation avec une femme pour qui il serait le premier et le seul lui apporterait un vrai bonheur. Peu avant sa mystérieuse disparition, il a laissé entendre à son meilleur ami Igor que son rêve pourrait bientôt se réaliser. Émile a mentionné des rencontres avec une femme qu'il voulait bientôt présenter à ses proches. Cependant, Igor, pour une raison quelconque, ne s'est pas réjoui, mais semblait plutôt inquiet de cette nouvelle. Les enquêteurs sur la disparition ont appris l'existence de la nouvelle élue du disparu. Cependant, on pouvait difficilement la qualifier de mature. La jeune personne n'avait même pas 16 ans. La connaissance avec Émile Tchaïganov s'est faite sur Internet. Elle utilisait le simple pseudonyme Cherry Lady. Pourquoi Émile lui a écrit un soir, les enquêteurs n'ont pas pu le découvrir. Ils ont appris l'existence de cette personne en examinant les contacts numériques de Tchaïganov. Des spécialistes techniques ont pu craquer les mots de passe de ses ordinateurs et l'équipe opérationnelle a eu accès à toute sa correspondance personnelle. Cherry Lady a immédiatement suscité un intérêt particulier dans l'enquête. Le jour de la disparition d'Émile, la jeune femme lui avait proposé avec insistance, depuis le matin, de venir à la maison de campagne de ses connaissances. Vers 6 heures du soir, il lui a fait savoir qu'il terminait son travail
passerait chez lui pour se changer et serait chez elle dans 1h30 à 2h. La raison pour laquelle il n'est pas revenu de cette rencontre restait obscure. L'identité de la jeune connaissance de Chaiganov a été rapidement établie. Karina Kuiko vivait avec sa mère et fréquentait une école dans le district d'Oufa, d'où elle avait été renvoyée pour absentéisme. Elle a tenté de poursuivre ses études dans 2 autres établissements d'enseignement, mais n'a pas pu trouver un langage commun avec le personnel enseignant. Il est à noter que Karina était considérée jusqu'à récemment comme l'une des meilleures élèves. Qu'est-ce qui a poussé l'élève modèle à se transformer en une absentéiste qui n'est pas acceptée dans les écoles respectables? La mère a expliqué cela par une maladie grave, en raison de laquelle la fille devait s'occuper d'elle. Quelle était exactement cette maladie et pourquoi la femme a permis à sa fille de négliger l'école restait un mystère. Au moment où les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à Karina, sa mère était déjà guérie. Mais sa propre vie continuait à préoccuper la femme plus que les affaires de sa fille. Elle cherchait activement un compagnon de vie et accordait peu d'attention à l'éducation. La femme cherchait un mari potentiel via Internet. Probablement, Karina a décidé de suivre son exemple. La relation avec Émile s'est développée progressivement. Pendant plusieurs semaines, ils se sont envoyés des messages, puis ils se sont enfin rencontrés. Pour une raison quelconque, cette rencontre a convaincu l'homme que cette jeune femme était exactement celle qu'il lui fallait. Menue, attirante, inexpérimentée. Un tendre bouton qui s'épanouirait pleinement sous sa protection et ses soins. La relation entre Émile et Karina restait floue. L'homme ne pressait pas les développements, car la jeune fille affirmait son inexpérience. Néanmoins, il a loué un appartement pour elle à Oufa, après avoir appris ses difficultés avec les études, et a décidé qu'elle pourrait poursuivre son éducation dans la ville. Il est intéressant de noter que le déménagement de la jeune personne dans l'appartement payé par un homme adulte s'est fait avec l'accord de sa mère. Cependant, il s'est bientôt avéré que Karina prévoyait d'y vivre non pas seule, mais avec un groupe d'amis. Émile a exprimé son désaccord. Karina, offensée, a quitté l'appartement, mais n'a pas disparu de sa vie. Lorsque les forces de l'ordre l'ont amenée au poste, elle a insisté sur le fait que leur rencontre le jour de la disparition d'Émile n'avait pas eu lieu. Selon ses dires, il n'était simplement pas arrivé au lieu convenu. Les officiers n'ont pas pu réfuter immédiatement cette version. Karina a été relâchée à domicile, mais est restée sous surveillance. Le groupe d'enquêteurs a commencé à examiner l'entourage de la jeune fille. Bientôt, il est devenu évident qu'elle entretenait des liens avec des éléments criminels. Parmi ses connaissances, 2 individus avec des antécédents judiciaires se démarquaient. Ruslan Abessov, 22 ans, sans emploi, avait été poursuivi pour vol et agression avec arme blanche. Et Nikolai Pankov, 19 ans, avait reçu une peine avec sursis pour appropriation illégale d'une voiture. Les enquêteurs ont interrogé des voisins, des villageois et des camarades de classe sur Karina et ses garçons. Finalement, ils ont réussi à découvrir quelque chose de remarquable. Des informations ont émergé concernant un groupe de jeunes gens qui s'étaient emparés d'un véhicule coûteux. Ils ont essayé de le vendre, mais quelque chose a mal tourné et ils ont décidé de s'en débarrasser. La Lexus d'Émile, calcinée, a été trouvée non loin de la localité où Karina et sa compagnie résidaient. Ce n'était guère une coïncidence. La jeune femme a été invitée de nouveau à un entretien avec l'enquêteur. Cette fois, elle a complètement refusé de communiquer, bien qu'elle n'ait été interrogée qu'en tant que témoin. À ce moment-là, dans les pièces voisines, les forces opérationnelles s'entretenaient avec Pankov et Abessov. L'un des garçons s'est avéré plus ouvert et a décidé d'écrire une confession. Les agents des forces de l'ordre soupçonnaient une issue désagréable pour Émile Chaiganov,
mais le récit détaillé des événements a stupéfié même les professionnels les plus expérimentés. Nikolaï Pankov a avoué sa participation à la disparition d'Emile Chaïganov, mais a indiqué qu'il n'était pas le principal acteur dans cette histoire. Selon ses dires, il agissait selon un plan élaboré par Karina. Le principal complice de Karina était son ami proche, Daniil Makounine, qui n'avait pas non plus terminé sa scolarité. Le plan des adolescents n'était pas particulièrement compliqué. Karina invite Emile à la datcha, présente Makounine comme son frère, Abessov et Pankov comme ses amis, et commence à jouer le rôle d'une hôtesse accueillante. Elle sert à son admirateur un plat préparé de ses propres mains. Émile se doutait probablement à peine de ce que sa bien-aimée avait ajouté au repas. Karina et Daniil avaient la prévu d'y mélanger des somnifères. Ensuite, tout le groupe avait l'intention de se débarrasser de Chaïganov sans défense. Ils décidèrent de cacher les traces de leurs actes dans un petit bois à proximité. Auparavant, ils prirent tous les objets de valeur des sacs, y compris les clés de voiture. C'est justement le véhicule qui devint leur objectif principal. Les jeunes rêvaient de devenir riches et de ne plus dépendre de leurs parents. Les enquêteurs ont cru la version de Pankov selon laquelle le plan avait été élaboré par Karina. Il était cependant difficile d'imaginer comment cette jeune personne avait pu concevoir une telle chose. Lors des interrogatoires, Karina ne cachait pas l'absence de sentiments romantiques pour Émile. Mais ce qui s'est passé ensuite était terrible. L'admirateur de 30 ans se trouvait dans une situation épouvantable. Dès le début, rien ne se passa selon le scénario imaginé. Le somnifère ne commença tout simplement pas à faire effet. Les garçons, fatigués d'attendre, décidèrent de vérifier s'ils seraient capables de se défendre. Ils commencèrent à pousser Émile et à lui donner des coups. Il essaya de partir, mais Karina le persuada d'ignorer les voyous. Tout en continuant à jouer le rôle de l'ami attentionné, elle remarqua qu'il avait l'air pâle et suggéra qu'il s'allonge. L'homme, dont les forces s'épuisaient, accepta. Dès qu'il se fut installé confortablement dans la chambre, les hommes s'y précipitèrent. D'abord, ils utilisèrent un outil de jardinage et l'employèrent à de multiples reprises sur l'homme sans défense. Bezo fut activement soutenu par le jeune Daniel. Il utilisa des ustensiles de cuisine, puis apporta un outil lourd pour frapper. Lorsque les jeunes hommes pensèrent que tout était terminé, ils transportèrent Émile jusqu'à la voiture. Ils le mirent dans le coffre et se dirigèrent vers une zone forestière, comme ils l'avaient prévu auparavant. Cependant, Émile reprit conscience. Daniel et Ruslan utilisèrent alors un outil de jardinage contre lui. Après cela, Émile se tut pour toujours. Mais cela ne sembla pas suffisant pour les jeunes gens. Après s'être assuré de l'irréversibilité de la situation, Bessov saisit de nouveau l'objet tranchant. Ruslan accomplit un acte particulièrement cruel envers le malheureux. Puis il commença à enregistrer la scène avec la caméra de son téléphone portable. Plus tard dans sa déposition, il expliquera les motifs de ce comportement de façon assez étrange. Selon ses dires, il voulait prouver ses sentiments à Karina de cette manière. L'affection pour Karina n'empêcha cependant pas les deux jeunes hommes de fournir des témoignages détaillés contre elle. Aucun n'essaya de la protéger de sa responsabilité. Les organisateurs de l'incident avec Emile Chaïganov risquaient au maximum 10 ans d'emprisonnement. La législation ne permet pas une peine plus sévère pour les jeunes participants. Est-ce que quelqu'un soutiendra Karina après sa libération? À ce jour, Karina ne peut même pas compter sur le soutien de sa propre mère. Les jeunes ne s'imaginent souvent pas comment une petite décision peut influencer tout leur destin futur. À la recherche de sensations fortes, ils peuvent se retrouver dans des circonstances difficiles dont personne n'aurait pu prévoir les conséquences.
L'histoire de cette jeune femme est un exemple clair de l'importance de rester prudent, même dans des circonstances apparemment anodines. Tôt le matin du 12 février 2018, vers 3h15, le numéro d'urgence 911 du comté d'Alameda en Californie a reçu un appel alarmant. Un témoin agité a signalé avoir découvert une jeune femme blessée au bord de la route Tesla déserte dans les contreforts de Livermore. Cette route était une route rurale typique à 2 voies, peu fréquentée même en journée, et encore moins la nuit. Un groupe d'ouvriers se rendait à ce moment-là dans la ville voisine pour le travail de nuit. Alors qu'ils roulaient sur la route déserte, ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel sur le bord de la route. Ils pensèrent d'abord que c'était peut-être un animal blessé, mais quand ils virent un mouvement, ils décidèrent de s'arrêter pour vérifier. En s'approchant, ils reconnurent avec horreur qu'une jeune femme gisait devant eux. Son état était si grave qu'ils ne pouvaient même pas distinguer la couleur de ses cheveux. Bien que la jeune femme fût consciente, il était évident qu'elle avait besoin de soins médicaux urgents. La situation était compliquée par l'absence de réseau mobile dans la zone et le temps jouait contre eux. Le conducteur dut laisser son partenaire avec la blessée et se précipiter à la recherche d'une zone avec une couverture mobile. Richard, qui resta avec la jeune femme, essaya de maintenir une conversation avec elle. Il la couvrit d'une couverture et tenta de toutes les manières possibles de la maintenir consciente, car il comprenait la gravité de la situation. Chaque minute comptait. Richard continua à lui parler et à essayer de l'encourager. Les services d'urgence arrivés évaluèrent immédiatement la situation et optèrent pour un transport urgent en hélicoptère de la blessée, car les autres options étaient trop risquées. L'état de la jeune femme était critique. Malgré l'évacuation d'urgence par voie aérienne et tous les efforts des médecins, ils ne purent la sauver. L'examen médical révéla de multiples blessures, particulièrement dans la région du cou. L'histoire de Lizette Cuesta, une jeune femme de Californie, commence à San José, où elle est née le 21 octobre 1998. En tant qu'aînée de la famille, elle s'est toujours démarquée par sa personnalité vivante et sa joie de vivre. Lizette était passionnée de skateboard, pratiquait activement le sport et attirait l'attention par sa beauté naturelle. Après avoir obtenu son diplôme en 2016, elle a commencé ses études universitaires et rêvait de sa future carrière. Elle n'oubliait jamais ses amis et trouvait toujours du temps pour la socialisation et le divertissement. Son énergie était contagieuse. Partout où Lizette apparaissait, elle devenait immédiatement l'âme de la société. En quête de changement et d'une vie tranquille, Lizette a décidé de déménager avec son père dans la petite ville de Tracy, située à environ 1 heure de sa maison familiale. Ils se sont rapidement installés dans le nouvel endroit, ont loué un appartement, et la jeune femme a immédiatement trouvé un emploi dans une entreprise privée. Malgré le déménagement, Lizette est restée en contact étroit avec sa famille. Elle rendait souvent visite à sa mère au ranch familial, où elle aimait passer du temps et faire de l'équitation. Le père se souvenait de leur dernière rencontre la veille de l'incident. Sa fille était comme toujours joyeuse et positive, sans signe de problème. Selon son père, Lizette était une jeune femme exceptionnellement courageuse et déterminée. Elle faisait des plans d'avenir et rêvait de fonder sa propre famille. Sa détermination s'est manifestée non seulement dans la courageuse décision de commencer une nouvelle vie dans une autre ville, mais aussi dans les événements suivants, où elle a fait preuve d'une incroyable force de caractère. Les gens de son entourage décrivaient Paul Lizette comme une personne incroyablement bienveillante et positive. Il semblait qu'elle n'avait absolument aucun ennemi. Elle trouvait facilement un langage commun avec tout le monde. C'est précisément grâce à la force de caractère extraordinaire de cette délicate jeune femme
que les enquêteurs ont pu trouver celui qui a commis cet acte regrettable. Les tristes événements qui sont arrivés à Lisette ont été inattendus pour tous ceux qui la connaissaient. Elle est restée une combattante jusqu'au dernier moment, mais les circonstances se sont développées différemment. Dans une petite entreprise travaillaient 3 personnes, la propriétaire de 25 ans, Melissa Leonardo, son fiancé, Daniel Gross, âgé de 19 ans, et leur employée, Lisette. Melissa attendait un enfant de Daniel lorsqu'une relation particulière a commencé à se développer entre lui et Lisette. Le contact entre les collègues s'est progressivement transformé en quelque chose de plus grand, bien que Lisette connaissait l'état de Melissa. Daniel, ne voulant se séparer d'aucune des 2 femmes, proposa une solution inhabituelle, être à 3. Melissa rejeta initialement cette idée, la jugeant inappropriée pour une future famille avec un bébé. Cependant, après beaucoup de persuasion, elle accepta d'essayer ce format de relation. À cette époque, la mère de Daniel vivait avec les jeunes gens. Lorsqu'elle apprit la situation, elle exprima de sérieuses inquiétudes et demanda à son fils de prendre une décision. La femme avertit que de telles expériences pourraient mal finir. Mais Daniel maintint sa position et demanda à sa mère de ne pas interférer. Avec le temps, la mère de Daniel fit la connaissance de Lisette et développa de la sympathie pour elle. Plus tard, en parlant aux enquêteurs, la femme désigna Melissa comme l'auteur possible de l'incident, car celle-ci avait une attitude extrêmement négative envers sa rivale. Une semaine auparavant, la mère de Daniel avait accidentellement entendu Melissa discuter de plans concernant Lisette. Bien qu'extérieurement la future mère ait accepté la relation non conventionnelle, elle ressentait intérieurement de fortes tensions. Lorsque la mère de Daniel s'adressa aux enquêteurs, sa conscience la tourmentait. Elle croyait qu'une notification opportune à la police aurait pu empêcher ce qui s'était passé avec Lisette. Malheureusement, à l'époque, elle ne pouvait pas prévoir les conséquences. Bien que Melissa attendait son petit enfant, la femme ressentait l'obligation morale de partager ses observations. Dès le début, elle n'avait pas approuvé le choix de son fils pour Melissa et considérait Lisette comme une meilleure partenaire pour lui. Selon elle, la relation compliquée à 3 avait échappé à tout contrôle. Les enquêteurs disposaient déjà d'informations sur les personnes impliquées. Lisette les avait déjà identifiées. 10 heures après avoir trouvé la jeune femme dans la rue à 13h15, les enquêteurs sont arrivés à la maison où vivaient Daniel, Melissa et sa mère, située à environ 50 km du lieu de l'incident. L'opération d'arrestation s'est déroulée comme un véritable film d'action. Une unité d'élite des forces de l'ordre a encerclé une maison privée où se trouvait un jeune couple. L'un des agents a même pris position dans une cabane dans un arbre sur la propriété voisine, d'où l'on avait une excellente vue d'ensemble du terrain. On a demandé aux résidents des maisons voisines de quitter temporairement leur logement, mais ils ont été autorisés à observer les événements depuis une distance sûre. Daniel et sa mère ont remarqué l'activité inhabituelle par la fenêtre. Malgré la situation tendue, ils ont essayé de garder leur calme. Bientôt, les officiers ont demandé à la mère du jeune homme de quitter la maison. Ensuite ont commencé les négociations avec les personnes à l'intérieur, à qui on a proposé de sortir volontairement. Les résidents du voisinage étaient bouleversés par les événements. Pendant leurs 3 années de résidence, le couple avait à peine eu de contact avec les voisins et restait isolé. Naturellement, une arrestation d'une telle ampleur a donné lieu à de nombreuses spéculations parmi les résidents. Les voisins ont seulement pu rapporter que le jeune homme n'avait pas terminé l'école locale et que sa compagne avait obtenu son diplôme dans un autre établissement d'enseignement à proximité. Personne ne connaissait plus de détails. Certains ont émis des soupçons sur l'implication du couple dans la distribution de substances interdites. La base de ces soupçons était le flux constant d'étrangers qui apparaissaient régulièrement dans la maison. La version du trafic s'est avérée fausse. L'enquête ne l'a pas confirmée. Les suspects sont sortis de la maison en tenue d'intérieur
Ils ont été trouvés pendant leur période de repos après l'incident. Par la suite, une conversation a eu lieu avec les représentants des forces de l'ordre. L'enquête progressait lentement. Les jeunes étaient réticents à contacter les enquêteurs. Après de longues conversations, Daniel a finalement décidé de raconter sa version des événements, bien qu'avec beaucoup de réserve. Selon ses dires, Lisette les avait rejoints, lui et Mélissa, dans la voiture ce soir-là. Le groupe décida de faire une balade, s'amusant avec des substances interdites et diverses boissons. Mélissa était au volant, et sur la banquette arrière se trouvait son fiancé avec Lisette. La soirée prit un tournant romantique. Daniel affirma que tous les participants avaient des vues libres sur les relations, et donc considérèrent ce qui se passait comme acceptable. Le jeune homme raconta comment il utilisa une corde jaune pour attacher Lisette et insista sur le fait que c'était un jeu de rôle mutuel. Malheureusement, le caractère volontaire des événements ne put plus être confirmé. Les événements suivants dans le récit de Daniel devinrent de plus en plus flous. Ils tournèrent dans la rue isolée Coral Hollow. Selon la version du jeune homme, Lisette montra soudainement un comportement agressif. Il affirma avoir agi par peur, sachant qu'elle possédait un objet tranchant pour l'autodéfense, qu'il lui avait lui-même offert pour des trajets sûrs en skateboard. Daniel s'en mêla dans des contradictions sur les raisons du conflit. Il ne portait aucune trace de résistance, ce qui remettait en question la version de l'autodéfense. Finalement, il changea l'histoire et affirma que Lisette l'avait frappé avec son coude, ce qui avait déclenché chez lui une réaction incontrôlée. Une bagarre s'ensuivit, où il utilisa la violence. Mélissa resta tout le temps au volant, gardant un calme étrange. Les enquêteurs découvrirent de multiples blessures, ce qui contredisait clairement la version de l'autodéfense. Daniel insista sur la non-participation de sa compagne enceinte à l'incident. Lorsque le couple prit conscience de la gravité de la situation, par peur de problèmes juridiques pendant la grossesse, ils abandonnèrent Lisette sur le bord de la route. Malgré le climat californien, les nuits de février étaient assez froides. Une longue trace fut découverte sur les lieux. Lisette avait parcouru environ 100 mètres à la recherche d'aide. En suivant ce chemin, la police trouva cette corde jaune mentionnée dans les déclarations de Daniel. Dans ces minutes dramatiques, Lisette a partagé son histoire tant qu'elle pouvait encore parler. Le plus difficile pour elle n'était pas seulement l'épreuve vécue, mais aussi les longues tentatives de trouver de l'aide sur la route solitaire. Lorsque les phares d'une voiture qui approchait sont apparus au loin, elle a essayé d'attirer l'attention du conducteur. Au volant se trouvait une femme âgée qui, probablement par peur, est passée sans s'arrêter. Mais Lisette n'a pas perdu l'espoir que la conductrice signalerait au moins l'incident. Et c'est ce qui s'est passé. La femme a appelé les services d'urgence. Bientôt, une voiture avec 2 hommes est apparue. L'un d'eux, Richard, est resté avec Lisette, tandis que son compagnon est parti chercher un signal radiostable. Le destin lui a amené des personnes compatissantes qui étaient auto-prêtes à aider. La nouvelle de l'incident a bouleversé les parents de Lisette et tous ses proches. Ils étaient reconnaissants envers les passants fortuits, qui ne sont pas restés indifférents, ont appelé à l'aide et sont restés avec elle dans ces moments difficiles. Lisette a tenu plus d'1 heure et a réussi à raconter ce qui s'était passé aux témoins et au personnel médical qui tentaient de l'aider de toute leur force. Qu'elle s'est tenue si longtemps après ce qu'elle avait vécu semblait être un véritable miracle. La situation était compliquée par le fait qu'on n'avait trouvé ni documents ni téléphone sur elle. Ses proches, qui vivaient dans une autre ville, n'auraient pas donné l'alerte immédiatement. Cela aurait pu grandement compliquer l'enquête et les auteurs seraient restés inaperçus. Dans son état, Lisette n'a pas pu décrire en détail tous les aspects de ce qui s'était passé. Le rôle joué par chacun des auteurs est resté peu clair. L'hélicoptère de secours est arrivé sur les lieux. Lisette a été transportée dans un centre médical.
Malheureusement, malgré tous les efforts des médecins, elle est décédée à 4h30 du matin. Lise Cuesta était très jeune, à peine 19 ans. Après son arrestation, Melissa refusa de coopérer avec les autorités et évita toute réponse. Daniel ne parlait aussi qu'à contre-cœur aux enquêteurs, mais progressivement, ils réussirent à le faire parler et il partagea des informations importantes. Bien que la police doutât de la véracité de son histoire, le jeune homme finit par avouer sa participation à l'incident. Cela suscita un énorme intérêt médiatique. Les journalistes ne laissaient en paix ni les familles, ni la police. Certains reporters tentèrent même de s'introduire dans le commissariat pour assister à la conversation avec le jeune homme. Bien évidemment, cela leur fut refusé. Cela conduisit à de nombreuses spéculations. L'attention indésirable des étrangers causa des soucis supplémentaires à la famille Cuesta, bien que l'arrestation des véritables auteurs fût évidente. L'implication de Melissa, qui défendait si fermement Daniel, restait peu claire. La préméditation des actes devait également être établie. Les enquêteurs supposaient raisonnablement que le type et le nombre de blessures l'indiquaient clairement. Les enquêteurs soupçonnaient que le voyage avait été planifié à l'avance. Les auteurs avaient de mauvaises intentions depuis le début et ont attiré la jeune femme dans un endroit isolé. Dans ce contexte, la version du jeune homme concernant l'attachement volontaire semblait peu crédible. Daniel essaya d'abord de présenter tout comme de la légitime défense ou un accident, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait délibérément attiré Lisette dans un piège. L'attachement fut considéré comme une contrainte qui conduisit à des conséquences tragiques. Mais malgré tous les efforts des enquêteurs, le jeune homme nia toute planification préalable. Au lieu de cela, le suspect insista sur le fait qu'il ne pouvait pas expliquer ses actions. Il décrivit ce qui s'était passé comme un moment de confusion après lequel il perdit le contrôle. Daniel parlait constamment de remords et d'autocondamnation pour ce qui s'était passé. Il voulait s'excuser auprès des proches de Lisette, mais hésita longtemps, n'étant pas sûr de leur disposition à accepter ses excuses. Et c'est ce qui se passa. Il était évident que le suspect n'était pas sincère, mais il s'en tenait à sa dernière version. Melissa garda le silence et nia toute participation à l'incident. Daniel n'était pas sincère. Il évitait simplement certaines questions de la police, particulièrement concernant les motifs. L'histoire du coup de coude de la jeune femme attachée semblait incroyable et aurait difficilement pu provoquer une telle réaction. Daniel expliqua sa perte de contrôle par la prise de substances interdites ce soir-là. En essayant de comprendre la personnalité de Daniel, les enquêteurs s'adressèrent à Melissa, mais elle continua de refuser de coopérer. Puis ils trouvèrent l'ex-petite amie de Daniel, Jacqueline, qui élevait un fils d'1 an du suspect. Selon ses mots, Daniel montrait parfois un côté effrayant de son caractère. Dans ces moments-là, il pouvait à peine se contrôler. Néanmoins, même son ex-partenaire doutait qu'un coup de coude insignifiant puisse provoquer une réaction aussi disproportionnée. Jusqu'à cet incident, il n'avait jamais été tenu responsable d'actions illégales. Son passé était irréprochable. Daniel continuait d'insister sur son innocence et affirmait s'être défendu. Cependant, la nature de l'incident a suscité des doutes sur sa version. Les actions étaient beaucoup plus intenses que nécessaires pour de l'autodéfense. Cette obstination n'a fait qu'accroître la méfiance envers ses paroles. Dans une interview avec les médias, Jacqueline a exprimé son choc en reconnaissant la vraie nature de la personne avec qui elle partageait sa vie et qui était si proche de son enfant. Malgré la confession de son ex-partenaire, elle croyait que Daniel ne pouvait pas être l'initiateur de ce qui s'était passé. Elle connaissait Melissa et la décrivait comme une manipulatrice habile qui avait son fiancé complètement sous contrôle. Et leur relation inhabituelle à trois s'est terminée tragiquement. La situation a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi Melissa a-t-elle conduit jusqu'à un endroit désert?
Pourquoi, après l'incident, n'est-elle pas allée à la police, mais est simplement allée dormir? Son calme semblait artificiel, comme si ce qui s'était passé était quotidien pour elle. La mère du jeune homme est intervenue dans la discussion. Elle a clairement déclaré qu'elle ne défendrait pas son fils si sa participation était confirmée. Cependant, elle était convaincue que le caractère de Daniel ne correspondait pas à un tel comportement. Il n'avait jamais montré une telle agressivité auparavant. La femme soupçonnait que la fiancée utilisait peut-être certaines substances pour influencer la conscience de son fils. Peut-être que Mélissa avait mélangé quelque chose dans sa boisson, lui faisant perdre le contrôle et le soumettant complètement à sa volonté. La mère de Daniel a partagé une observation. Quelques jours avant l'incident, elle a remarqué le comportement étrange de Mélissa. La jeune femme était en colère, parlait constamment très négativement de Lisette et exprimait même des souhaits malveillants à son égard. Daniel restait calme et essayait d'apaiser sa fiancée. Selon la mère, elle a observé comment la belle-fille a rapidement pris le contrôle de tous les aspects de la vie de son fils. Le jeune homme est tombé sous son influence, quelques mois seulement après le début de leur relation. Mélissa surveillait déjà chacun de ses pas. Ce comportement contrôlant a créé des tensions entre le jeune couple et sa mère. Lors de l'examen des téléphones portables et des ordinateurs des suspects, les enquêteurs n'ont trouvé aucune information significative. Ils discutaient improbablement de leur plan lors de rencontres personnelles. Cependant, l'analyse des données de localisation a révélé un détail intéressant. Le groupe a effectivement passé la soirée en ville, mais après minuit, ils ont changé de façon inattendue leur itinéraire habituel. Le voyage vers une zone déserte semblait inhabituel par rapport à leur comportement normal, ce que les enquêteurs ont considéré comme un signe supplémentaire d'actions planifiées à l'avance. Les enquêteurs disposèrent de preuves accablantes contre ce couple. La plus importante était le rapport de Lisette, qu'elle avait confié à plusieurs témoins. Bien que différentes personnes aient transmis la même histoire, les autorités n'ont pas pu documenter officiellement la déclaration de la jeune femme. Au tribunal, de tels témoignages pouvaient être contestés malgré leur concordance. Il fallait trouver des preuves irréfutables confirmant les déclarations de Lisette sur les actions de Daniel et Mélissa. La perquisition de la maison du couple a donné des résultats. Les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves matérielles les reliant à l'incident. Dans le garage et dans la voiture du couple, une corde a été trouvée, identique à celle dont un fragment était resté sur les lieux du crime, où commençait la trace de Lisette. À l'intérieur du véhicule, où tout s'est passé, des traces de Lisette Cuesta sont restées. À ce stade, la recherche de preuves s'est terminée, permettant de porter des accusations, mais initialement uniquement contre Daniel. L'objet trouvé qui a été utilisé contre la jeune femme ne portait que les empreintes digitales du jeune homme. Mélissa n'a laissé des traces que sur le volant de la voiture. Formellement, elle n'avait aucun lien direct avec l'incident. Cependant, de nombreux faits indiquaient que c'était précisément elle qui avait poussé son compagnon à ses actions et dirigé la situation. Dans la salle d'audience, les familles des accusés et de Lisette se trouvaient de différents côtés, bien que la distance entre eux soit faible. L'atmosphère devenait plus tendue à chaque minute. Lorsque Daniel a été introduit, l'un des proches de Lisette n'a pas pu se retenir et a commencé à crier des mots de colère. À l'apparition de Mélissa, la tante de Lisette a exprimé avec émotion que ce couple n'avait aucune chance d'échapper à la responsabilité. La tension montait, mais la situation a pu être maintenue sous contrôle. Un tournant inattendu est venu de l'avocat de Daniel lorsqu'il a annoncé que son client était prêt à admettre sa culpabilité pour tous les chefs d'accusation avec circonstances aggravantes. La défense a demandé que les représentants des médias soient temporairement retirés de la salle. Après une courte pause, les audiences sont reprises. Les journalistes ont été réadmis au procès. L'aveu de l'accusé est venu de manière inattendue pour tous les présents.
La famille de Lisey se préparait à un long procès judiciaire. Bien que Daniel ait admis sa responsabilité, d'importantes nuances juridiques restaient à clarifier. Selon la législation de l'État, une audience spéciale était prévue pour déterminer la gravité de l'acte. Pour un délit de second degré, la peine prévue était de 16 ans à perpétuité, pour un acte de premier degré, à partir de 26 ans. De façon inattendue pour tous, le jeune homme admit le degré maximal de culpabilité. Il était remarquable que l'accusé ait refusé les accords avec les enquêteurs. Il expliqua sa décision par le désir d'alléger la peine de la famille de Lisey pour qu'il n'ait pas à traverser des procès éprouvants. Son repentir semblait sincère. Cependant, le passé ne pouvait être changé. Daniel fut condamné à la perpétuité et Mélissa resta en détention. La jeune femme, qui n'avait jamais eu affaire au système judiciaire auparavant, souffrait particulièrement de sa situation. Elle continuait d'insister sur le fait qu'elle n'avait pas participé à la planification et à l'organisation de l'incident. Heureusement, Daniel confirma ses paroles et assura que sa fiancée n'était pas impliquée dans l'incident. Mais malgré les apparitions émotionnelles, le procureur cherchait des preuves de sa participation. Après tout, Lisette elle-même avait nommé les 2 participants. Le procès s'éternisa. L'avocat de la défense insista sur la libération de sa cliente, citant sa grossesse et le risque de complications dues au stress. Finalement, cela fonctionna. Elle fut placée en résidence surveillée jusqu'au procès. L'enquête dura 5 ans. Mélissa, âgée de 30 ans, comparut devant le tribunal et fut déclarée complice. L'avocat de Daniel, âgé de 24 ans, s'efforça tout ce temps d'obtenir une révision de l'affaire. La défense obtint un succès. Les actions du jeune homme furent liées à un trouble mental causant des hallucinations. Mélissa fut reconnue comme l'initiatrice des événements. Selon la version de la défense, elle utilisa des préparations interdites pour provoquer des hallucinations chez son petit ami. Connaissant son état instable, la jeune femme aggrava délibérément la situation avec des médicaments. Les 2 furent condamnés à 15 ans. Daniel reçut une année supplémentaire pour l'utilisation d'un objet dangereux comme circonstance aggravante. Les proches de Lisey trouvèrent la sentence trop clémente. Mais ils croyaient que la justice avait triomphé, particulièrement compte tenu du fait que Mélissa n'échappa pas à sa responsabilité. Cela fut possible grâce à la détermination de Lisette, qui aida à découvrir la vérité. Sacha Porochnikov a disparu le 4 mars 2020 sur le chemin de l'école. Des centaines de volontaires d'Astrakhan ont participé aux recherches, inspectant des caves, des bâtiments abandonnés et des tunnels souterrains. Le jeune élève de 7e n'a pas pu être retrouvé pendant 4 mois, bien que des rapports de rencontres avec lui dans différentes parties de la ville apparaissaient régulièrement sur Internet. Quand on essayait de s'approcher de lui, il disparaissait. À première vue, on avait l'impression que le garçon avait quitté la maison de son plein gré. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus sombre qu'on ne pouvait l'imaginer. Galina Morozova est née le 25 décembre 1963 à Astrakhan, dans une famille aisée. La jeune femme communicative et énergique a montré des succès dans ses études et a été admise plus tard à l'école technique de finance et de crédit d'Astrakhan. Après sa formation en service bancaire, elle a commencé à travailler dans la succursale locale de la Banque d'État de l'URSS, où elle était restée jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique. Approximativement à la même époque où Galina terminait sa formation à l'école technique, elle a uni sa vie à Vladimir Porochnikov, un homme d'affaires de presque une décennie son aîné. Selon les proches du couple, leur relation pouvait être comparée aux histoires romantiques des films. Une famille modèle qui vivait en parfaite harmonie, des parents attentifs et attentionnés. Il n'y avait jamais de conflit entre eux. Tous 2 étaient des personnes éduquées et intelligentes.
En 1984, ils ont eu un fils nommé Denis. Plus tard, la famille s'est agrandie avec un autre garçon et une fille. Comme Galina elle-même se souvenait, elle avait vraiment eu de la chance avec ses enfants. Ils ont tous grandi intelligents et bien élevés, répondant pleinement aux espoirs de leurs parents. Malheureusement, il est arrivé que le deuxième fils de Vladimir et Galina quitte ce monde. La raison exacte n'est pas mentionnée, bien que certaines sources parlent de circonstances imprévues. Quoi qu'il en soit, la famille a trouvé la force de surmonter cette triste page et de revenir à une vie normale. Pendant les années de la perestroïka, Galina a changé plusieurs fois d'emploi jusqu'à ce qu'elle commence à travailler pour l'administration fiscale au milieu des années 90. Là, elle a progressé professionnellement jusqu'au poste de chef de département. Parallèlement à son occupation principale, la femme a suivi des études à distance à l'Université des Finances. Après avoir reçu son diplôme, Galina a décidé de quitter la fonction publique et est devenue administratrice d'insolvabilité. De plus, elle offrait des services d'audit pour des entreprises privées. En 2006, Galina a appris de façon inattendue qu'elle était enceinte. À cette époque, elle avait environ 44 ans et Vladimir plus de 50. Malgré leur âge, le couple a décidé de poursuivre la grossesse. En 2007, Alexander est né. Le garçon, comme ses frères et sœurs aînés, a également montré des succès dans l'apprentissage. Il pratiquait le sport, est devenu champion du district fédéral du Sud en taekwondo et fréquentait aussi une école de musique où il remportait des prix lors de concours de piano pour enfants. En 2019, Alexander est entré dans le corps des cadets cosaques de la région d'Astrakhan. À cette époque, Galina a commencé à s'engager activement en politique. Elle menait une vie publique intense et prenait l'initiative sur divers sujets, de l'établissement de l'ordre dans les rues à la protection des droits électoraux des citoyens. En 2016, elle a rejoint le parti Russie Juste, où elle a rapidement gagné le respect de ses collègues. Son énergie a attiré l'attention du député de la Douma d'État Oleg Shain, qui lui a offert le poste de son assistante pour la région d'Astrakhan. Bientôt, Galina a obtenu une place au conseil d'experts auprès du gouverneur pour le développement du programme socio-économique de la région, puis a rejoint la commission pour la mise en œuvre du projet Environnement urbain confortable et a assumé d'autres fonctions publiques. Cependant, cela ne semblait pas suffisant à cette femme ambitieuse. En 2018, elle a annoncé à ses collègues du parti son désir de présenter sa candidature au poste de maire de la ville. Sa déclaration n'a pas été prise au sérieux, et comme prévu, cette initiative n'a pas connu de développement. L'année suivante, en 2019, Galina s'est fixé un objectif encore plus audacieux. Elle a décidé de se présenter au poste de gouverneur de la région d'Astrakhan. Lorsque son initiative n'a pas trouvé de soutien, elle a provoqué un conflit bruyant et a annoncé son départ du parti. Après avoir quitté Russie Juste, Galina Morozova a rejoint le mouvement pour un nouveau socialisme. Galina s'est à nouveau plongée dans son travail. Elle assistait à des réunions, donnait des conférences et recueillait des signatures. Elle rêvait de devenir membre du conseil d'un futur parti. Alors qu'elle s'enfonçait dans ses ambitions de carrière, elle n'a pas remarqué comment sa famille passait au second plan. Les aînés vivaient là déjà de façon indépendante et n'avaient assez plus besoin de soins constants. Cependant, elle avait encore Alexander. Galina supposait qu'il restait le jeune homme exemplaire qui réussissait à jouer du piano, à faire du sport et à fréquenter l'école des cadets. La réalité était tout autre. Comme on l'a découvert plus tard, Alexander avait noué des contacts avec un groupe de jeunes issus de familles à problèmes fin 2019. Ils sont vite devenus amis et la vie du jeune cadet a rapidement changé pour le pire. Malheureusement,
Galina et Vladimir n'ont pas remarqué tout de suite que leur fils commençait à sécher les cours et à avoir affaire à des substances douteuses. Ils ne l'ont appris qu'au printemps 2019. Sacha a effectivement presque arrêté de rentrer à la maison et a commencé à fréquenter une étrange bande. Ses intérêts se limitaient à son cyclomoteur et à la musique, a déclaré une connaissance de la famille. Les parents ont essayé de remettre leur fils sur le droit chemin. Alexander ne voulait pas rompre le contact avec ses nouveaux amis, ni résoudre ses problèmes de dépendance. Le 4 mars 2020, le jeune homme est parti pour ses cours. À cette époque, son père était à l'hôpital et la mère prévoyait d'assister à une réunion et de passer au magasin. Lorsqu'elle est rentrée chez elle vers 7 heures du soir, la femme s'attendait à y voir son fils. Mais il n'y avait personne dans la maison. Le téléphone portable du jeune homme ne répondait pas et il ne réagissait pas aux messages. J'ai appelé tous les proches. Personne ne l'avait vu, ni ne savait où il était. Je me suis assise dans sa chambre et j'ai attendu. Je ne pouvais pas m'endormir. Il n'est apparu qu'à l'aube. J'ai demandé « Comment dois-je comprendre cela ? Où étais-tu » Il a commencé à être impoli et insolent. Je me suis mise très en colère. J'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai pris un équipement sportif et je me suis approchée du lit, a raconté plus tard Galina aux enquêteurs. Après l'incident, la mère a essayé d'aider son fils, mais c'était trop tard. Si Galina avait immédiatement appelé la police, on aurait pu considérer ce qui s'était passé comme un acte commis dans un état de forte agitation émotionnelle. Cependant, ces actions ultérieures témoignent d'un calcul froid. La femme a décidé qu'un appel au service d'urgence détruirait sa carrière politique. C'est pourquoi elle a décidé de dissimuler les traces et de donner l'impression que son fils avait disparu. J'ai mis Sacha dans la voiture et j'ai conduit le matin chez Denis, mon fils aîné. Il a une maison privée avec une grande cave inachevée. J'ai les clés. Pendant qu'il était au travail, je suis venu. J'ai creusé un trou, puis j'ai préparé du mélange de construction. Les sacs restèrent de la rénovation. J'ai vu quelque chose comme ça dans un film, a avoué Galina. L'équipement sportif et le téléphone du fils, la femme les a jetés dans la rivière. Galina affirmait que Denis n'avait aucune idée de l'endroit secret dans la cave de sa maison qu'elle utilisait. Le fils aîné y descendait rarement, et la femme conservait dans cette pièce ses conserves maison de la datcha. Elle n'a rien dit de l'incident à son mari ni aux autres membres de la famille, mentionnant seulement que Sacha était en retard après les cours. Comme cela s'était déjà produit auparavant, personne ne s'est immédiatement inquiété, ni ne s'est empressé de contacter les forces de l'ordre, espérant que Sacha apparaîtrait bientôt. Ce n'est que le lendemain, le 6 mars, que Vladimir et Galina ont déposé une demande officielle de personnes disparues. L'information s'est répandue instantanément dans tout Astrakhan. Jusqu'au soir, des centaines de représentants de la police, des volontaires et des services de secours étaient déjà impliqués dans l'opération de recherche. Il est remarquable que Galina ait fait preuve d'une étonnante habileté en dissimulant la vérité. Elle communiquait régulièrement avec les journalistes locaux et rapportait de prétendues rencontres avec Sacha dans différentes parties de la ville. Il y a un jeune homme d'environ 19 ans. Je ne peux pas préciser la durée exacte de leur connaissance avec Sacha, mais cela a duré plus de 2 mois. Nous avons un enregistrement vidéo où notre garçon s'éloigne sur un scooter d'employé. Nous l'avons reconnu à sa silhouette. Certains garçons disent l'avoir vu demander de la monnaie près du centre commercial. Des volontaires y ont déjà été envoyés, racontait Galina aux journalistes. Cependant, c'est précisément cette imagination excessive qui a finalement causé la perte de Galina. La mère apparaissait trop souvent dans le champ des caméras, ce qui a été examiné par les représentants de la loi. C'est exactement cela qui a éveillé les soupçons envers la candidate au poste de gouverneur qui avait échoué.
Tandis que les enquêteurs commençaient à recueillir des informations sur Galina, elle continuait à jouer le rôle d'une figure parentale brisée par le chagrin. La femme suppliait même les policiers de trouver son fils et de l'arrêter par tous les moyens, affirmant que Sacha était complètement hors de contrôle. Tout en induisant la police en erreur, Galina n'oubliait pas ses ambitions politiques. Elle promouvait activement les idées du nouveau socialisme et utilisait même pour cela la situation de la disparition de son propre fils. Je suis arrivé à une conclusion importante. Peu importe à quel point les parents entourent leur enfant de soins, la société peut changer n'importe qui en quelques mois. N'importe qui pourrait se trouver à ma place. Mon cas m'a fait réfléchir. Que puis-je faire pour empêcher les autres de répéter les erreurs de mon cadet? Comment pouvons-nous protéger les familles de telles épreuves? C'est pourquoi je ne peux pas rester tranquille en voyant comment les meilleures qualités humaines que nous avons héritées de l'époque de l'Union soviétique sont détruites. C'est pour cette raison que j'ai rejoint le mouvement pour un nouveau socialisme, a déclaré Galina seulement 1 mois et demi après la disparition de Sacha. Comme mentionné précédemment, les forces de l'ordre soupçonnaient Galina d'être impliquée dans la disparition de son fils, mais n'avait pas de preuves suffisantes, car elle dissimulait soigneusement tous les indices. Cependant, tous les habitants d'Astrakhan ne croyaient pas à son histoire. La plupart des gens étaient d'accord avec les enquêteurs et trouvaient que la mère de l'élève disparu se comportait de manière inhabituelle. Le journaliste local Gleb Ivanov a publiquement mis en doute la sincérité des sentiments de Galina et l'a accusé d'utiliser la situation avec son fils pour promouvoir sa carrière politique. La femme a réagi vivement à ces déclarations et a qualifié Ivanov de charognard. Des gens comme toi, Gleb Ivanov, étaient semblables, ne m'arrêteront pas. Le cœur d'une mère, multiplié par l'amour de la patrie, me donnera la force d'avancer. Ne faites pas honte à vos mères, ne racontez pas de fables comme quoi vous croyez en Dieu. Mon fils est une personnalité exceptionnelle. La puberté fait partie du destin de chacun, et chacun a son propre temps. Les possibilités d'un député ont toujours dépassé les possibilités d'un citoyen ordinaire. Être député signifie pour moi non seulement aider les gens, mais aussi aider mon fils quand il reviendra. Après de telles déclarations retentissantes, les soupçons des autorités policières n'ont fait que se renforcer. Début juillet 2020, Galina a été convoquée plusieurs fois pour des interrogatoires. Finalement, elle n'a pas résisté à la pression et a fait des aveux qui ont choqué tous ceux qui la connaissaient. J'ai toujours pensé que j'avais la meilleure famille, la mère la plus merveilleuse et la vie la plus parfaite. Jusqu'à ce jour fatidique. En un instant, tout s'est effondré. Je suis resté sans mon frère, sans mère, et mon père aura du mal à le supporter. C'est ainsi que Natalia, la fille de Galina, a réagi à la nouvelle de l'arrestation de sa mère. Les habitants d'Astrakhan ont été choqués par cette histoire. Après tout, Galina Morozova était une militante connue et une personnalité publique qui jouait un rôle important dans la politique régionale. Les autorités d'enquête ont découvert les restes du jeune Alexander sous le sol en béton dans la maison du fils aîné de Galina. Le lendemain, le comité d'enquête a publié des images vidéo de la découverte des preuves et de l'interrogatoire de Morozova. Initialement, les enquêteurs supposaient que le mari et les enfants de Galina étaient au courant de l'incident et aidaient à cacher la vérité. Une question logique se posait. Une femme pouvait-elle gérer indépendamment toutes les étapes de l'élimination des traces? Cependant, l'enquête n'a pas réussi à prouver l'implication des proches dans les événements. Pendant l'enquête et les audiences préliminaires, Galina est restée calme. Elle a raconté froidement ses actions et comment elle a éliminé les preuves. Cependant, lors de la première audience au tribunal, sa maîtrise de soi s'est fissurée. L'accusée a éclaté en sanglots
et a pleinement avoué sa culpabilité. En décembre 2020, le tribunal régional d'Astrakhan a condamné Galina Morozova à 14 ans de prison dans une colonie pénitentiaire à régime général. Je pensais qu'elle serait déclarée irresponsable, car une personne normale n'est pas capable de faire une chose pareille. Mais elle a été jugée parfaitement saine d'esprit. Comment peut-on traiter ainsi son propre fils et ensuite construire une carrière là-dessus ? Je n'ai jamais rencontré d'âme plus sombre, a partagé une habitante d'Astrakhan. La mystérieuse disparition de Maura Murray s'est produite le lundi 9 février 2004. Lorsqu'une personne disparaît soudainement, les clés pour résoudre l'affaire se cachent souvent dans ses actions et conversations de la veille. Le dernier endroit confirmé où se trouvait Maura pourrait contenir des indices sur ce qui s'est passé ensuite. Maura est née le 4 mai 1982 à Brockton, Massachusetts. Elle était la plus jeune enfant de la famille de Fred et Lori Murray. Le père travaillait avec des équipements médicaux et la mère était infirmière. Maura a passé son enfance à Hanson, une petite banlieue sur la côte sud du Massachusetts. Elle a grandi dans une famille ouvrière où elle était toujours soutenue par son frère aîné Fred, ses sœurs Kathleen et Julie, ainsi que son frère Curtis. Ses parents se sont séparés quand elle avait 6 ans. Maura se distinguait par sa persévérance et sa détermination, et a obtenu des résultats élevés tant dans l'éducation que dans le sport. Elle participait activement à la vie sociale, où on la reconnaissait à sa bonté naturelle, aux fossettes caractéristiques sur ses joues et à son sourire radieux. Maura a essayé presque tous les sports, en particulier le basketball de compétition, grâce auquel elle a parcouru toute la Nouvelle-Angleterre dans sa jeunesse. En tant que concurrente tenace, elle figurait constamment sur les listes des meilleurs coureurs du Massachusetts et a battu plusieurs records scolaires de longue date. Maura s'est qualifiée pour le championnat national scolaire des États-Unis en athlétisme dans la course de 2 miles en 1998, alors qu'elle n'était qu'en 2e année d'études et a pris la 33e place dans le pays. Elle a obtenu son diplôme avec distinction de l'école Whitman-Hanson et a pu choisir entre de nombreuses universités tant pour ses indicateurs académiques que pour ses réalisations sportives. En 2e année à West Point, Maura a réalisé qu'une carrière militaire ne lui convenait pas. Elle a transféré à l'université du Massachusetts à Amherst et prévoyait de travailler dans le domaine médical. En novembre 2003, 3 mois avant sa disparition, Murray a avoué avoir utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre pour commander de la nourriture dans plusieurs restaurants, dont un établissement à Hadley, Massachusetts. L'audience de cette affaire a été ajournée en décembre, à condition que l'affaire soit close après 3 mois de comportement exemplaire. Le soir du 5 février 2004, Maura, qui était de service sur le campus, parlait au téléphone avec sa sœur aînée Kathleen. Les jeunes femmes discutèrent des problèmes dans la relation de Kathleen avec son futur mari. Vers 10h30 du soir, Maura, sans quitter son poste de travail, a soudainement fondu en larmes. Lorsque le superviseur s'est approché de sa zone de travail, Maura semblait être complètement perdue dans ses pensées et ne réagissait pas du tout à son environnement. Elle gardait le silence. Le responsable a accompagné Maura à sa chambre dans la résidence 20 minutes après 2h du matin. Quand on lui a demandé les raisons de cet état, Maura a seulement répondu brièvement « C'est à cause de ma sœur ». Les détails de cette conversation sont restés cachés jusqu'en octobre 2017, lorsque Kathleen a partagé publiquement le contenu de la conversation. Kathleen, qui luttait contre une habitude nocive, avait quitté le centre de réhabilitation ce soir-là, et sur le chemin du retour, son futur mari l'avait conduite dans un magasin de spiritueux, ce qui lui avait causé un fort choc émotionnel. Le premier samedi de février, le 7, Fred, le père de Maura, est venu à Amherst.
lorsqu'il a rapporté aux enquêteurs qui suivaient la mystérieuse absence de sa fille. Il a mentionné que pendant la journée, ils avaient visité ensemble des concessionnaires automobiles pour choisir un véhicule, et le soir, ils avaient dîné avec une amie de Maura. Après le dîner, Maura a conduit son père à son logement temporaire et après avoir emprunté sa Toyota Corolla, s'est dirigée vers une réunion d'étudiants dans la résidence du campus universitaire. Elle est arrivée à l'événement vers 10h30 du soir et est partie à 2h30 du matin, le dimanche, 8 février. Vers 4h du matin, en route vers le logement nocturne de son père, elle a rencontré des difficultés. Son véhicule a touché une barrière de protection sur la route vers Hadley. Les dommages à la voiture se sont avérés considérables, près de $10 000. Le représentant de la loi arrivait à documenter l'incident. Cependant, aucun enregistrement d'une vérification de l'état de Maura n'a été conservé. Après l'incident, Maura a été conduite au logement temporaire de son père, où elle est restée jusqu'au matin. Plus tard, Fred Murray a découvert que sa police d'assurance couvrirait la réparation du véhicule. Il a loué une voiture, a conduit sa fille à l'université et s'est dirigé vers le Connecticut. Le soir, vers 11h30, Fred a contacté sa fille par téléphone et lui a rappelé qu'elle devait récupérer les documents sur l'accident de la circulation auprès de l'autorité des transports. Ils ont convenu de se rappeler pour discuter des formulaires et soumettre la demande d'assurance par téléphone. Après minuit, déjà le lundi, 9 février, Maura a utilisé un ordinateur pour rechercher sur MapQuest des itinéraires vers les Berkshire et Burlington dans le Vermont. Le premier contact enregistré de Maura le 9 février a eu lieu vers 1h de l'après-midi. Elle a envoyé un courriel à son petit ami. « Je t'aime encore plus, Beau. J'ai vu tes messages, mais honnêtement, je n'avais pas particulièrement envie de discuter de quoi que ce soit. Je te rappellerai définitivement aujourd'hui. Je t'aime, Maura. » Le même jour, elle s'est renseignée sur la possibilité de louer un appartement privé à Bartlett, New Hampshire. Les relevés téléphoniques montrent que la conversation a duré 3 minutes. Cependant, le propriétaire a refusé la demande de location de Maura pour le condominium. À 13h, elle a téléphoné à une camarade de classe de la faculté des soins infirmiers pour des raisons qui sont restées inconnues. Plus tard, Maura a envoyé un courriel à son superviseur de la faculté des soins infirmiers, l'informant de son absence pendant 1 semaine en raison de circonstances familiales. Fait intéressant, selon les déclarations de proches, il n'y avait pas de problème dans la famille. Vers 14h, Maura a composé le numéro d'un répondeur avec des informations sur la réservation d'hôtel à Stowe, Vermont. La conversation a duré environ 5 minutes. À 14h18, elle a appelé son jeune homme et a laissé un message vocal promettant de le rappeler plus tard. L'appel a duré 1 minute. Dans la voiture, la jeune femme a rassemblé des vêtements, des articles de toilette, des livres d'études et d'autres effets personnels. Lors de l'inspection ultérieure de sa chambre, le service de sécurité de l'université a constaté que la plupart de ses affaires étaient emballées dans des boîtes et que les décorations murales avaient été retirées. Le moment exact de l'emballage reste incertain, mais les enquêteurs ont alors déterminé qu'elle avait emballé ses biens entre dimanche soir et lundi matin. Sur les boîtes emballées se trouvait une impression d'un courriel à son petit ami suggérant des problèmes relationnels. Vers 15h30, Maura a quitté le campus universitaire dans sa berline Saturn noire de l'année 1996. La mystérieuse disparition de l'étudiante a coïncidé avec une chute de neige. Les cours ont été annulés et à 15h40, la jeune femme a visité un distributeur automatique de billets et a retiré $280. Les caméras l'ont captée seule, sans accompagnement. Peu après, Murray est entrée dans un magasin de vin à proximité où elle a acheté des boissons pour environ $40.
le système de vidéosurveillance a confirmé de nouveau qu'elle n'avait pas d'accompagnateur. Au cours de la journée, elle a également visité le département des véhicules motorisés du Massachusetts, où elle a récupéré des formulaires de rapport d'accident. Après son départ d'Amherst, estimé entre 16 et 17 heures, Maura a probablement conduit vers le nord sur l'Interstate 91. À 16h37, elle a vérifié sa boîte vocale. Ce fut la dernière activité enregistrée depuis son téléphone. Des informations sur la question de savoir si la jeune femme a communiqué ses intentions à quelqu'un, ou même si elle avait une destination de voyage concrète, n'ont pas été trouvées à ce jour. Vers 19h du soir, une habitante de Woodsville, une pittoresque petite ville du New Hampshire, entendit soudainement un fracas près de sa maison. Curieuse, elle regarda par la fenêtre et vit une voiture qui s'était enlisée dans un banc de neige sur le côté est de la route et pointait vers l'ouest. Après presque une demi-heure, à 19h27, la résidente décida d'appeler le bureau du shérif du comté de Grafton et signala un accident de la circulation dans un virage serré à côté de sa propriété. Dans le compte-rendu de l'appel, il fut noté que la femme avait également mentionné quelqu'un qui fumait dans la voiture. Plus tard, cependant, la dame précisa ses observations. Elle n'avait vu ni homme, ni personne fumant, mais avait seulement remarqué un mystérieux scintillement rougeâtre à l'intérieur, provenant peut-être de l'écran d'un appareil mobile. À ce moment-là, un chauffeur de bus scolaire qui vivait à proximité passa, ralentit et remarqua une jeune femme qui marchait autour de sa voiture. Selon le chauffeur, elle ne semblait pas blessée, bien qu'elle fût visiblement gelée et tremblante. Il proposa d'appeler à l'aide, mais elle refusa l'intervention des forces de l'ordre et assura qu'elle avait déjà contacté sa compagnie d'assurance. Cependant, dans les registres de cette compagnie, un tel appel n'avait pas été enregistré. Je me suis simplement renseigné sur son état. Elle a répondu qu'elle était un peu sous le choc. Il n'y avait aucune trace d'accident sur son visage, mais elle tremblait fortement. J'ai dit « D'accord, j'appelle la police », se souvint le chauffeur de bus, qui garda cette situation dans sa mémoire. Connaissant les problèmes de réseau mobile dans cette région isolée, l'homme, se fiant à son intuition, décida de retourner chez lui. De là, il put contacter les autorités et son appel fut transféré directement au bureau du shérif. Une autre résidente affirme qu'en passant, elle a remarqué un véhicule tout-terrain de la police garé en face de la voiture de Maura. Elle ralentit brièvement dans l'espoir de voir quelque chose d'inhabituel, mais poursuivit son chemin lorsqu'elle ne remarqua ni conducteur ni passager. Ces témoignages ne correspondent pas à la chronique officielle. Selon les données, les agents de Haverhill sont arrivés en retard sur les lieux de l'accident, 9 minutes plus tard. Selon le protocole, l'agent de police était finalement sur place à 19h46, mais curieusement, la conductrice avait déjà disparu. Personne n'a été vu ni dans ni autour du véhicule. La voiture avait visiblement heurté un obstacle en bois du côté conducteur, causant des dommages considérables. Le phare gauche était cassé, le radiateur avait été poussé dans le ventilateur et le véhicule était devenu inutilisable. Une fissure apparut sur le pare-brise du côté conducteur et les 2 airbags se déployèrent, comme s'ils voulaient protéger leur propriétaire. Tout ce chaos laissa la voiture dans un état verrouillé et ajouta plus d'énigmes à l'histoire déjà confuse. Lorsque le représentant de la loi examina le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur, il remarqua des taches bordeaux qui ressemblaient à une boisson rouge renversée. À l'intérieur de la voiture, on trouva un récipient vide et un emballage de boisson entamé sur le siège arrière. Lors d'une inspection plus approfondie, divers objets personnels furent découverts, une carte de sécurité informationnelle au nom de Murray, des formulaires de rapport d'accident vides, des gants, plusieurs disques, des cosmétiques, des bijoux avec diamants,
un itinéraire pour Burlington, État du Vermont, la peluche préférée de Maura et un guide de voyage pour les montagnes blanches. Une attention particulière fut attirée par l'absence d'objets importants. Les cartes de débit et de crédit de Maura avaient disparu sans laisser de traces, tout comme son téléphone portable. Depuis sa disparition, aucun de ces objets n'a été trouvé ou utilisé. Plus tard, les enquêteurs remarquèrent qu'une partie des boissons alcoolisées achetées manquait également. Le journaliste Joe McGee décrivit l'événement comme suit. Dans un virage serré, elle perdit le contrôle de son véhicule. Sa voiture heurta un arbre. À ce moment, un chauffeur de bus passa. C'était un habitant local. Il offrit son aide, mais elle refusa. Environ 10 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux, alors que Maura Murray n'était déjà plus là. Quelle situation étrange. Les forces de sécurité établirent rapidement que le véhicule appartenait à Maura et classèrent initialement l'incident comme une disparition volontaire, en se basant sur sa préparation au voyage et l'absence de signes évidents de malheur. En l'an 2009, l'affaire Murray fut transférée au département des affaires non résolues du New Hampshire et les autorités officielles commencèrent à considérer l'incident comme une disparition suspecte. Entre 8h et 8h30 du soir, un entrepreneur qui revenait de Franconia remarqua une jeune personne marchant rapidement en direction de l'est sur la route 112, à environ 4 à 5 miles de l'endroit où la voiture de Murray avait été trouvée. La personne portait un jean, un manteau sombre et une capuche claire. Le témoin ne signala pas immédiatement son observation en raison d'une confusion concernant les dates, et ce n'est là que 3 mois plus tard, en parcourant ses notes de travail, qu'il réalisa qu'il avait rencontré cette personne exactement le soir de la disparition de Maura. Le représentant des autorités et le conducteur du transport interurbain ont effectué une inspection des environs à la recherche de traces de Maura. Peu avant 8h30 du soir, des ambulanciers et des pompiers sont arrivés pour évaluer la situation. À 8h49, le véhicule a été transporté au centre de service le plus proche. Vers 9h30, l'agent de service a terminé son travail sur le lieu de l'accident. Dans le système d'échappement de la Saturne, un morceau de tissu a été découvert, probablement de l'équipement d'urgence de Maura. Les instances officielles ont commencé à considérer le cas de Maura comme une disparition. À 12h36, le lendemain, le 10 février, une notification officielle avec une description de Maura a été diffusée. Manteau sombre, jeans et sac à dos noir. À 3h20 de la journée, un message concernant la découverte de la voiture abandonnée de sa fille est arrivé sur le répondeur de Fred Murray. Comme il était en voyage d'affaires dans l'État voisin, il n'a pas pu recevoir cette information à temps. À 5h du soir, la sœur aînée de Maura a contacté le père et lui a raconté l'incident. Il s'est immédiatement adressé au service de police de Haverhill, où on lui a dit que le département du New Hampshire lancerait une opération de recherche si aucune information sur la localisation de Maura n'était disponible d'ici le matin. À 17h17, la police de Haverhill a officiellement enregistré Murray comme disparu pour la première fois. À l'aube du 11 février, le père de Maura était déjà à Haverhill. Un chien pisteur, utilisant l'odeur du gant de Maura comme orientation, a suivi une piste environ 100 yards à l'est de l'endroit où la voiture a été trouvée, avant de la perdre. L'équipe d'enquête a interprété cela comme un signe que la jeune femme avait probablement quitté les lieux dans un véhicule. Peu après, le petit ami de Maura est arrivé à Haverhill avec ses parents. D'abord, il a été interrogé séparément, puis sa famille a été invitée. Les représentants de la loi ont émis une hypothèse. Murray se trouvait dans cette région parce qu'elle voulait être seule ou en raison d'expériences émotionnelles. Les proches ont accueilli cette supposition avec scepticisme. Un fait remarquable est le suivant.
le petit ami de Maura a éteint son téléphone portable pendant le vol vers Haverhill. À un certain moment, il a reçu un message vocal dans lequel, à ce qu'il lui semblait, il entendait les sanglots étouffés de Maura. La source de l'appel a pu être retracée. Ilawa était passé avec une carte téléphonique fournie par la Croix-Rouge américaine. Le 12 février, la famille de Maura et son petit ami ont organisé une conférence de presse en soirée à Bethléem, État du New Hampshire. Dès le lendemain, l'histoire s'est répandue à travers les canaux d'information. Les représentants des forces de l'ordre ont déclaré « Maura se dirigeait probablement vers la route Kankamagus ». Elle a été inscrite dans la base de données des personnes disparues qui pourraient avoir besoin d'une aide urgente. Dans les rapports officiels, il a été mentionné que Maura était sous l'influence de l'alcool au moment de l'incident lorsqu'elle conduisait le véhicule, bien que le conducteur d'un bus qui passait ait affirmé que la jeune femme semblait tout à fait consciente. Une semaine après la mystérieuse disparition, le père de Maura et son petit ami ont été à nouveau invités à un interrogatoire. Les proches ont étendu les recherches au Vermont, inquiets du fait que les forces de l'ordre local n'aient pas été informées de la situation. Bien que les cas de personnes disparues soient généralement traités par des unités locales, 10 jours plus tard, le FBI s'est joint à l'enquête. Des agents fédéraux ont eu des entretiens avec des membres de la famille du Massachusetts. Et le chef de la police de Haverhill a annoncé que l'opération de recherche avait pris des dimensions nationales. 10 jours après la disparition, le service de conservation de la nature du New Hampshire a organisé une nouvelle exploration terrestre et aérienne de la région en utilisant un hélicoptère équipé d'imagerie thermique et des chiens de recherche spécialement entraînés. La sœur aînée de Maura a trouvé le 26 février des sous-vêtements féminins blancs déchirés dans la neige sur un sentier peu fréquenté près de French Pond Road, mais l'analyse ADN a montré que cette découverte n'avait aucun lien avec Murray. L'une des théories initiales des enquêteurs était que Maura Murray avait soit planifié son absence à l'avance, soit se trouvait dans un état émotionnellement instable après le dernier incident de circulation. Néanmoins, de nombreuses personnes proches ont catégoriquement déclaré « Elle n'aurait jamais disparu de son propre gré, indépendamment de tous les événements de la période précédente. Mis à part les liens émotionnels, certains objets que Maura avait emportés, des blanchisseurs dentaires et du matériel d'étude, ont convaincu beaucoup que ce jour-là, elle n'avait pas prévu de disparaître. En fin de compte, pourquoi quelqu'un qui a décidé de disparaître emporterait-il des choses aussi quotidiennes? Une hypothèse alternative supposait que Murray avait paniqué après l'accident et avait quitté les lieux pour éviter les conséquences. Compte tenu de la quantité d'alcool trouvée sur place et d'une bouteille de cola qui contenait supposément de l'alcool, les autorités croyaient Maura avait consommé des boissons alcoolisées et ne voulait pas risquer sa réputation après son récente arrestation pour fraude à la carte de crédit. La zone forestière voisine aurait pu servir d'abri pendant la saison chaude, mais en raison des basses températures et de l'absence de traces dans la neige menant dans cette direction, cette version suscitait des doutes. Très probablement, il faudrait se déplacer sur la route, sans doute en direction est du lieu de l'incident, car cette zone n'a pas été incluse dans la recherche initiale. Un entrepreneur qui conduisait sur la route 112 ce soir-là a mentionné avoir remarqué une jeune personne marchant vers l'est à quelques miles du lieu de l'événement. Il reste incertain jusqu'à aujourd'hui s'il s'agissait réellement de Maura. Si l'on suppose qu'elle va bien et que les conditions météorologiques froides ne l'ont pas affectée pendant son voyage solitaire, où aurait-elle pu se rendre? Certains soupçonnent qu'elle a simplement décidé de commencer un nouveau chapitre dans sa vie, peut-être même déménager au Canada pour laisser derrière elle des problèmes juridiques et des difficultés personnelles. Bien que les représentants officiels envisagent la possibilité que Maura se trouve quelque part en sécurité, ils considèrent ce scénario comme le moins probable.
Alors qu'un groupe d'enquêteurs penche vers la version d'une malheureuse coïncidence de circonstances, d'autres avancent l'hypothèse d'un possible transfert forcé. Fred, le père de Maura, est fermement convaincu que quelqu'un parmi les personnes peu fiables de la localité est impliqué dans la disparition de sa fille. Cependant, de nombreux habitants de Haverhill rejettent la probabilité que l'un d'entre eux ait été impliqué et soutiennent l'opinion que Maura était au mauvais endroit au mauvais moment et qu'un malfaiteur de passage a profité de la situation. Des hypothèses alternatives se concentrent sur le chauffeur de bus Atwood, la dernière personne à avoir vu Maura. Certains trouvent suspect qu'il n'ait pas attendu l'arrivée des secours. De plus, lui et son épouse ont déménagé en Floride peu après la disparition de la jeune femme. Certains chercheurs indépendants ont émis une hypothèse particulièrement troublante qui soupçonnait des relations inappropriées possibles entre Maura et son père, ce qui pourrait être la raison de sa disparition soudaine, une supposition que les proches de Maura réfutent catégoriquement. Malgré de nombreuses théories, nous nous trouvons aujourd'hui approximativement au même niveau de compréhension concernant le destin de Maura Murray qu'il y a presque 20 ans. Compte tenu de la faible probabilité d'une issue positive de l'affaire, plusieurs opérations de recherche ont été organisées à proximité du lieu de l'incident. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a produit de résultats significatifs. Le 1er juillet 2005, des représentants des forces de l'ordre ont emporté des objets de la voiture de Maura auprès de ses proches pour un examen supplémentaire. Le 13 juillet, une opération de recherche à grande échelle a été organisée avec environ 100 personnes, dont des représentants de la police d'État, des services d'urgence et des volontaires, qui ont fouillé la zone dans un rayon d'1 mile. Il s'agissait de la 4e campagne de recherche autour du lieu de l'accident automobile et la première après la fonte des neiges. Le sac à dos noir de Maura, qui manquait dans sa voiture, a suscité un intérêt particulier des enquêteurs. Après la fin de l'opération, la police a rapporté qu'aucune découverte significative n'avait été faite. En février 2019, lors du 15e anniversaire de la disparition de Maura, Fred Murray a de nouveau exprimé sa conviction que sa fille n'était plus en vie et a également partagé ses soupçons concernant la maison la plus proche, à laquelle les chiens de recherche avaient prêté une attention particulière. Au début de 2021, le propriétaire du terrain a retiré un arbre de l'endroit où Murray avait été vu pour la dernière fois et qui était marqué d'un ruban bleu comme symbole de souvenir. Peu après, le département du New Hampshire a rejeté la demande de la famille Murray d'ériger un panneau historique de l'État à cet endroit, qui avait été soumise à la fin de 2020. Le 14 septembre 2021, la police de l'État du New Hampshire a informé le public de la découverte de fragments d'os sur le mont Loon à Lincoln, à environ 25 miles à l'est du lieu de l'accident de Maura. Selon la sœur de Maura, Maura avait déjà été sur cette montagne et connaissait la région. Les fragments trouvés ont été décrits comme assez petits et il a été supposé que le processus d'identification prendrait au moins 2 mois. En novembre, il a été officiellement déclaré que les matériaux trouvés n'étaient pas liés à la disparition de Maura. En janvier 2022, le FBI a émis un avis national dans l'affaire Maura et a créé un profil spécial pour coordonner l'échange d'informations entre les différentes agences d'application de la loi qui enquêtent sur sa disparition.